Et donc, ma présentation, elle visera dans un premier temps à vous faire un bilan chiffré en termes socio-économiques de l'importance de l'aquaculture en Méditerranée française, puis à vous expliquer la manière dont nous avons mené une première planification et les conséquences que nous en avons tirées pour les années à venir pour l'action de l'État en mer. Donc, sur la slide suivante, s'il vous plaît, vous allez voir les chiffres de l'aquaculture. Donc, la pisciculture marine, c'est en France, en Méditerranée, 21 millions d'euros pour 200 emplois à temps plein, avec les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, qui sont les premières et deuxièmes positions en termes de production piscicole. Du côté de la conchiliculture, les ventes de coquillages s'élèvent à plus de 20 000 tonnes et génèrent plus de 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont 900 emplois à temps plein en lien avec l'aquaculture, notamment donc, dans notre troisième région, qui est la région Occitanie, et donc quasiment 20% des entreprises françaises. Toutefois, depuis 2009, on a constaté en France un recul de l'emploi et des difficultés quand même assez soutenues des entreprises, que ce soit dû à des crises sanitaires ou que ce soit dû à une dépréciation finalement du métier ou des métiers de la mer plus largement. Et donc, on a eu une perte d'emploi qui a atteint quasiment 13%, alors qu'on était une façade qui générait quasiment 7% du chiffre d'affaires national. Donc, un très fort secteur, mais un secteur quand même très fragile et très soumis à la fois aux contraintes et aux aléas, donc presque au risque, et à une vision pas forcément toujours très positive de la part des autres métiers. Slide suivante. Donc, face à ce constat, l'État a décidé de soutenir l'aquaculture marine et donc notamment à travers un premier processus de planification, donc de 2013 à 2016, que nous avons appelé les schémas régionaux de l'aquaculture marine. Donc, l'objectif, c'était bien de favoriser et de faciliter l'implantation de fermes, donc face au recul de l'emploi, comme je vous l'expliquais, mais également face à la concurrence des autres activités, notamment les activités balnéaires. Nous avons donc défini des sites propices et favorables à l'installation de fermes piscicoles ou conchilicoles. La méthode de cette planification, c'est d'abord d'écouter les professionnels qui connaissent leur métier et donc connaissent les sites qui seraient propices pour une installation plus aisée qu'ailleurs. Et puis l'utilisation de critères de moindre impact environnemental, de manière à délimiter en mer comme en lagune des zonages qui sont consensuels et que l'on a concertés. Donc en croisant dire d'experts, dire des professionnels, données environnementales, on est arrivé à un certain nombre de zonages que l'on a rendus opposables juridiquement, c'est-à-dire que si une autre activité souhaitait s'implanter sur ce lieu, le SRDAM donnait clairement la priorité à une ferme piscicole ou conchilicole. Donc, sur la slide suivante, je vous ai détaillé assez rapidement les critères. Donc, il n'est pas besoin, je pense, aujourd'hui de tous les lire. Donc, on a des enjeux d'exploitation en mer, le vent, la houle, la vitesse du courant, la profondeur, la distance à la côte et la présence ou non d'un point de débarquement, ainsi qu'une bonne qualité des eaux. Donc, en fonction de ces critères, on a ensuite des critères d'élimination qui permettent d'affiner assez clairement un zonage en mer. Sur la slide suivante, vous verrez les enjeux d'exploitation à terre, la disponibilité des eaux souterraines, la distance à la côte, pour éviter le pompage, pour ne pas créer trop de conflits d'usage, l'occupation du sol, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit future, c'est-à-dire les orientations d'un territoire en termes d'occupation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aquaculture soit en conflit avec les volontés futures du territoire. Et enfin, l'altitude maximale de la ferme. Ensuite, vous verrez les autres enjeux donc, qui apparaissent en vert, car ce sont les enjeux que l'on a rajoutés par rapport à la première planification qui avait mené en 1999 l'IFREMER. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Ces enjeux, donc, ce sont des enjeux effectivement très récents
et qui tiennent à la fois d'une aggravation, entre guillemets, des conflits d'usage, ou plutôt d'une surfréquentation du littoral, et une prise en compte de plus en plus fine et accentuée de l'environnement. Donc des enjeux de conflits d'usage, avec une prise en compte de la navigation, présence de mouillage, et puis des enjeux de protection de milieux naturels, notamment éviter tout ce qui est en cœur de parc ou en cœur de réserve naturelle nationale, ou tout ce qui est protégé au titre d'un habitat particulier. Donc vous voyez l'ensemble des critères géographiques et qualitatifs qu'on a utilisés pour croiser avec les volontés des professionnels. Et ça nous amène sur la slide suivante à un exemple de délimitation de site. Donc vous voyez ici le golfe de Calvi, qui est en Corse. Les petites pastilles bleues, les petites pastilles bleues avec un E dedans, ce sont les sites piscicoles existants. Et les autres carrés bleus, ce sont les emprises que l'on considère, une fois qu'on a croisé tous ces critères, comme favorables, propices à l'installation de sites. Donc parfois, c'est de l'extension de sites existants, comme ce que vous voyez à gauche dans le golfe de la Revelata. Parfois, ce serait de la création de sites nouveaux, comme ce que vous voyez à droite, en dessous de la Punta Spada. Slide suivante, vous verrez à l'échelle d'une région ce que cette planification représente. Donc on voit qu'en mer, c'est déjà beaucoup plus compliqué qu'en lagune. Si vous regardez en lagune, à gauche, au-dessus du golfe de Fos, vous avez l'étang vert. Quasiment tout l'étang serait propice à de la conchiliculture ou à d'autres cultures. En mer, ce sont des emprises beaucoup plus fines, beaucoup plus compliquées à identifier, mais on arrive quand même à un total de 16 sites propices en PACA, 28 en Occitanie, 17 en Corse, soit 61 emprises que l'on aurait pu exploiter pour faire de l'aquaculture ou de la pisciculture ou de la conchiliculture. Et pourtant, donc ça c'est l'objet de ma slide suivante, et pourtant 61 sites propices et seulement en 6 ans 2 extensions de sites existants. Donc, vous comprendrez qu'on a été largement déçus par le résultat finalement de cette planification. Et donc cette planification, le constat qu'on fait, c'est qu'elle ne suffit pas. Alors pourquoi ? D'une part, parce que malgré la liste de critères que l'on a pris en compte, certains manquaient, notamment au niveau de la sécurité maritime. On n'a pas été suffisamment vigilant dans cette première planification à ne pas créer d'obstacles à la navigation en créant un site aquacole. Ensuite, parce qu'en France, nous avons beaucoup de procédures et nos durées d'instruction étaient excessives. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il fallait en moyenne, en Méditerranée, entre 8 et 15 ans entre le fait de présenter un projet aux autorités et le fait que ce projet soit autorisé. Donc, autrement dit, il faut avoir une motivation d'enfer pour vouloir installer un site aquacole dans l'état des choses. Ensuite, un coût et une durée des études d'impact environnemental qui étaient trop élevés. C'est-à-dire qu'on demandait finalement un investissement avant entreprise beaucoup trop fort pour que des particuliers puissent installer une ferme aquacole, puisqu'en Méditerranée, le parti qui a été pris, c'est de ne pas avoir de grosses cultures ou de cultures d'usine, un peu. Donc on restait sur de la pisciculture traditionnelle, et par conséquent, ce coût était trop compliqué à assumer pour un particulier. Dernier problème, l'aquaculture en zone côtière n'est pas appréciée ni par les riverains, ni par les élus, qui y voient une source de pollution potentielle et de rejet qui pourrait affecter la qualité des eaux côtières. Donc, quelle réponse, slide suivante, on peut offrir à ça en tant que pouvoir public ? Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut revoir la planification ? La réponse, elle n'est pas évidente, vu l'échec, entre guillemets, de la première. Donc, la réponse, c'est finalement peut-être, à condition de changer les critères. Et ces nouveaux critères, il faut qu'ils s'orientent à la fois vers la valorisation des volontés locales des professionnels, en privilégiant probablement l'extension ou la diversification de sites existants plutôt que la création ex nihilo de fermes.
en accompagnant techniquement et économiquement des modes d'aquaculture moins impactants et économes en espace maritime, à la fois pour prévenir les conflits d'usage, mais aussi pour améliorer finalement la lecture de l'aquaculture auprès des populations riveraines et des élus et des utilisateurs en général du littoral. Ces usages, on pense aujourd'hui, enfin, disons ces modalités plutôt d'aquaculture, ce serait l'aquaponie et l'aquaculture multitrophique intégrée, qui doit largement vous parler, et qui attendent par conséquent un accompagnement et des réponses de la part des acteurs de la recherche et de l'innovation. Slide suivante. Lorsque j'évoque acteurs de la recherche et de l'innovation, je voulais partager avec vous donc, ce projet IMTA Effect, donc aquaculture multitrophique intégrée efficace et respectueuse de l'environnement, qui est un projet mené notamment par les scientifiques de l'IFREMER et du laboratoire Marbec et par la COFASP pour accompagner la maîtrise technique et la maîtrise des effets sur l'environnement de l'aquaculture multitrophique intégrée, de manière à, d'une part, la rendre rentable économiquement, et d'autre part, à faire évoluer les législations ou les documents cadres français pour autoriser et prendre en compte dans les schémas de référence ces pratiques de l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc, slide suivante, ce projet IMTA Effect permettra dans peu de temps une approche expérimentale pour évaluer finalement à la fois l'efficacité et l'impact des différentes possibilités d'IMTA, puisqu'on peut combiner différentes cultures. Donc en France, ce qu'on étudie, c'est le couplage d'un compartiment poisson en recirculation avec un lagunage et des algues, un compartiment filtreur, des huîtres et des détritivores. Ce même projet permettra une modélisation pour fournir un outil de prédiction du fonctionnement de ces systèmes en lien avec l'environnement et donnera des outils pour une évaluation économique et sociale de manière à faire évoluer la perception de l'IMTA par les différents acteurs et pour la comprendre. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire que si la planification doit être refaite, il faudra qu'on accompagne ces modalités expérimentales vers plus d'efficience. Slide suivante, le deuxième type de réponse qu'on offre, c'est la facilitation des procédures. C'est-à-dire que je rappelle les délais, 8 à 15 ans, c'est beaucoup trop long et donc il faut absolument qu'on réduise le temps d'instruction et donc le temps d'instruction des projets et qu'on améliore l'accompagnement par les professionnels, par les services de l'État des professionnels pour comprendre et qualifier les impacts au mieux. Donc, on peut jouer sur deux critères. On peut proposer qu'on arrive à des études d'impact anticipées et financées, c'est-à-dire donner une aide aux porteurs de projet pour aide matérielle et technique, pour anticiper ces études d'impact et en supporter le coût. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est d'avoir un modèle commun et accessible à tous pour évaluer les impacts cumulés de chaque type de production et ainsi émettre des prescriptions. Donc ça, c'est les suites en fait du modèle des POMOD qui se déroulait sur le saumon en Écosse, si je ne dis pas de bêtises, et qui aujourd'hui est poursuivi dans le projet MOCA, également porté par l'IFREMER. Sur la slide suivante, je vous propose de consacrer un peu de temps à ce projet MOCA, donc modélisation de la capacité d'assimilation de l'environnement pour une aquaculture durable. Donc MOCA, son but, c'est vraiment de donner un outil d'aide à la décision pour répondre à l'absence d'outils opérationnels pour évaluer les impacts liés au rejet aquacole. C'est-à-dire que ça sera un réel outil d'instruction et d'accompagnement du projet et des techniques pour que les impacts environnementaux soient les moindres et de l'acceptabilité, par conséquent, soit meilleure. Ce projet, il est basé sur une approche participative entre d'une part les professionnels de la filière et d'autre part les services de l'État, ce qui nous permet d'élaborer un langage commun pour prévoir les impacts de chacun des scénarios possibles
pour définir aussi des sites propices en respectant la capacité de charge environnementale et aussi pour définir des zones d'effet ou des mesures de gestion, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir une zone tampon autour de la ferme, de combien elle va être, etc. Donc sur la slide suivante, vous verrez que c'est donc une démarche qui est à l'échelle nationale, c'est-à-dire donc pas uniquement en Méditerranée, mais en métropole en général et sur les territoires d'outre-mer. Que la méthode est commune à 7 espèces piscicoles marines, dorades, maigres, barres, ombrines, truites, saumons et truites fario, et qu'une concertation est conduite avec les parties prenantes pour élaborer cette méthode et cet outil partagé de manière à ce qu'il ait valeur de référence pour tous. Donc une démarche participative, comme je vous le disais. Sur la slide suivante, c'est l'illustration sous forme de schéma de la sortie qu'on attend en fait du modèle d'impact, c'est-à-dire comment on arrive à définir des seuils d'acceptabilité et une zone d'effet admissible. Donc, quand j'ai ma cage, tout à gauche, j'ai une première surface de flux à laquelle je vais apporter une première réponse, c'est-à-dire, voilà, est-ce que je vais interdire, interdire la fréquentation, évaluer la taille aussi de cette surface. Puis ce flux, forcément, se dilue, donc change de nature et d'intensité. On en arrive au flux B sur une surface B qui aura une réponse B, pardon. Et puis, il se disperse encore et on en arrive au flux C, à la surface C et à la réponse C. Donc, on souhaite comme ça parvenir à délimiter ces surfaces de flux et le type de réponse associée en fonction de la nature des cultures. Un point simplement de timing, parce que je pense que ce projet peut nous intéresser tous. Donc, sur la slide suivante, vous avez un peu le calendrier. Donc, le dernier point d'étape qui a été fait, donc il commençait en avril 2020 et il s'est suivi donc de la construction de l'outil et de l'élaboration de la base de données, accompagné d'ateliers de travail réguliers, soit avec la profession, soit avec l'administration, soit avec les deux en même temps. Donc, le dernier atelier s'est tenu en janvier 2021, de manière à ce qu'en avril 2021, donc très prochainement, on arrive à un modèle de ferme et donc à un modèle d'impact associé. Donc j'en arrive aux conclusions de mon intervention, donc sur la slide suivante. Donc simplement pour récapituler quelles sont les perspectives en France. On a besoin d'un fort soutien à la recherche et au développement pour parvenir à des modèles rentables d'aquaculture durable. On a besoin également d'avoir un modèle commun et accessible à tous, de manière à ce que tout le monde évalue les mêmes impacts cumulés et les comprenne. On a besoin de faciliter les instructions, donc ça découle aussi de ce deuxième point. Et on a besoin de renforcer encore l'opposabilité à des sites aquacoles pour leur donner encore plus de poids. Et c'est pour cela que dans notre politique maritime intégrée, on construira une carte d'évocation aquacole que l'on intégrera à notre déclinaison de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et de la directive cadre planification des espaces maritimes. Donc vous voyez que finalement, on a bien en tête de refaire une planification, mais de la revoir et de l'accompagner de mesures de gestion suffisantes pour que l'aquaculture prenne enfin un essor. Merci de votre attention.